Hello! Eh ben écoute, ravi de te retrouver. Sais-tu comment retrouver la puissance vivifiante de l'espoir quand tu perds d'espoir? Eh ben écoute, j'ai, on va dire, l'ambition là, dans cette petite vidéo, de te donner un éclairage sur cette question de l'espoir, parce qu'effectivement c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on utilise beaucoup. Toutefois, j'ai eu une petite compréhension il y a peu de temps, là, dans les jours qui viennent de se passer, parce que voilà, je m'appelle Guillaume Andreu et je suis donc dans l'accompagnement du changement pour ceux qui ne me connaissent pas. Et effectivement, j'ai des gens en accompagnement du changement qui sont soit des personnes qui, qui viennent me voir en coaching individuel pour essayer d'avancer sur des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, soit en formation de PNL. Et là, j'ai eu une formation de PNL effectivement ces jours-ci avec des personnes qui sont venues me voir, on va dire dans un état d'être qui manquait un petit peu d'espoir. C'est-à-dire, en gros, une énergie plutôt dans la fatalité, plutôt dans la déception, plutôt dans la tristesse, plutôt dans la peine et dans l'impression que les choses auraient du mal à changer, que les choses allaient avoir du mal à se transformer. Et notamment une personne qui m'a simplement connecté pour, enfin en tout cas qui m'a parlé de ses difficultés relationnelles et du fait que elle avait comme ça un enchaînement de difficultés relationnelles qui faisait que chaque fois elle retrouvait l'envie et l'espoir d'avoir une relation et puis hop, la relation finissait par se dégrader, finissait par mettre une certaine distance et puis qu'elle se retrouvait de nouveau face à son célibat ou face à sa solitude. Et effectivement, cette idée d'espoir peut souvent se retrouver dans les relations parce que au final, on a cet espoir à l'intérieur de nous. Donc c'est un petit peu ça l'idée dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est que on est porteur d'un espoir, on a cet espoir à l'intérieur de nous. On a envie, d'une certaine façon, que notre vie prenne la forme et qui va nous convenir et qu'elle nous apporte une certaine satisfaction. Donc on se projette. Je dirais que l'espoir, c'est un peu l'énergie du champ des possibles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai envie que ma vie soit meilleure et j'ai une forme de foi, une forme de confiance dans l'idée qu'elle va peut-être à un moment donné pouvoir m'apporter certaines satisfactions. Peut-être je vais pouvoir rencontrer une personne que je vais aimer, peut-être je vais avoir un job qui va tomber, qui va me convenir, peut-être, ou que je vais trouver qui va me convenir, peut-être des circonstances de vie vont s'articuler, l'univers ou Dieu ou ce en quoi je crois va m'aider à obtenir ce que je veux. Donc à l'intérieur de moi, j'ai une énergie qu'on pourrait appeler l'espoir, en me disant, je pense que la vie, ou en tout cas, j'ai encore la croyance que la vie peut m'apporter un mieux-être, peut m'apporter des jours meilleurs. Donc on dit souvent que l'espoir fait vivre, donc les personnes s'attachent à cet espoir pour vivre, pour continuer d'exister, d'avancer dans la vie en se disant les choses seront peut-être meilleures. Et puis à un moment donné, cet espoir va se cristalliser, cet espoir va être mis dans quelque chose de précis. C'est-à-dire la vie va vous apporter une relation, une possibilité d'emploi, une possibilité de projet. Et à ce moment-là, votre espoir, vous allez le sortir de vous, d'une certaine façon, et vous allez le mettre dans cette chose concrète devant vous. Puisque effectivement, l'espoir, c'est quelque chose qui demande à être matérialisé, à être concrétisé. On a envie de vivre quelque chose de concret pour pouvoir ressentir que la vie nous apporte ce dont on a besoin et nous satisfait. Donc cet espoir, vous le mettez dans quelqu'un, vous le mettez dans un projet, vous le mettez dans quelque chose. Et à partir de là, vous êtes coupé, c'est-à-dire que vous devenez dépendant de cette chose. Vous devenez dépendant de cette personne ou de ce projet pour qu'il concrétise vraiment ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Donc vous vous coupez de l'énergie que contenait l'espoir à l'intérieur de vous. Et vous attendez maintenant que ce soit cette personne ou cette chose ou ce projet qui satisfasse et qui réponde à vos attentes. Et alors parfois ça le fait. Pendant un temps ça le fait. La personne, le projet répond à vos attentes. Et donc vous êtes satisfait. Et donc d'une certaine façon, votre espoir est porté par quelqu'un ou par un projet qui vous donne du retour en termes d'énergie. Et puis parfois vous sentez que ça vous échappe. Vous sentez que la personne prend de la distance. Vous sentez que elle va peut-être pas vous apporter ce dont vous aviez espoir, justement. Le projet va peut-être pas se réaliser comme vous le souhaitiez, etc., etc. Et là, vous commencez à sentir, d'une certaine façon, que votre espoir commence à s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que cet espoir, vous l'avez mis dans quelque chose, vous l'avez
je dirais, extériorisé et vous l'avez projeté dans quelque chose à l'extérieur de vous. Et cette chose est en train de vous échapper. Donc, ce porteur d'espoir, que ce soit un projet ou une personne, est en train de s'éloigner de vous et vous le perdez cet espoir. Vous sentez que vous êtes commencé à être déconnecté énergétiquement de ça. Et à ce moment-là, vous êtes dans une perte. Donc vous pouvez ressentir une déception, vous pouvez ressentir une tristesse, vous pouvez ressentir une peine qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'un manque, parce que vous n'avez plus cette énergie. Et d'un coup, c'est comme si tout votre monde, d'une certaine façon, s'écroulait. Pourquoi? Parce que comme votre espoir était porté sur cette personne, sur cette relation, sur ce projet, sur ce travail, etc., vous avez l'impression que d'un coup, rien ne va plus et que peut-être rien n'ira plus. C'est-à-dire que votre cerveau vous ment, votre cerveau est en train de vous dire, en gros, oui, tu vois, là, tu as encore échoué dans ce truc-là, tu es encore déçu par ça. Si cette personne ne veut pas de toi, c'est encore la énième personne qui ne veut pas de toi. Ou si ce projet ne fonctionne pas, c'est encore le énième projet qui ne fonctionne pas. Donc, potentiellement, peut-être que ça veut dire que c'est fini. Peut-être que ça veut dire que tu vas continuer de souffrir. Peut-être que ça veut dire que ta vie, d'une certaine façon, elle est en train de prendre une mauvaise tournure. Et du coup, on se raconte toute une histoire négative par rapport au fait qu'on est dans la perte de l'espoir. On n'est plus dans cette énergie d'espoir, elle n'est plus à l'intérieur de nous. Donc l'idée de cette petite vidéo, c'est simplement de vous dire que en fait, finalement, l'espoir, c'est vous qui le nourrissez, c'est vous qui le portez, et que vous avez certainement dû vous apercevoir dans les différentes expériences de vie que vous avez eues, qu'à un moment donné, vous avez eu une ambition, vous avez eu l'envie de quelqu'un, vous avez eu l'envie d'un projet, etc. Vous l'avez peut-être eu pendant un temps, vous l'avez peut-être perdu, vous avez peut-être ressenti une certaine forme de déception, de tristesse, de désespoir aussi, pourquoi pas. Et puis, comme la vie est changement permanent, comme tout change tout le temps, comme tout finit par passer, vous avez peut-être finalement eu d'autres expériences de vie. C'est-à-dire que ce qui s'est fini a laissé place à quelque chose de nouveau, parce que c'est tout le temps comme ça, hein. Quand quelque chose se finit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. L'idée, c'est est-ce que vous avez suffisamment rapidement, et est-ce que vous arrivez suffisamment rapidement à, je dirais, orienter votre conscience, orienter votre esprit sur « Ok, cette chose-là s'arrête, cet espoir est perdu », c'est-à-dire que peut-être que ce que j'avais mis comme espoir dans cette chose, dans cet objet, dans cette personne, dans ce projet est perdu. Toutefois, je renourris de nouveau l'idée qu'il va y avoir un potentiel différent, un champ des possibles qui s'ouvre devant moi, et que la vie, avec un petit peu de foi, on va dire un petit peu d'optimisme, va m'apporter quelque chose qui va contribuer à mon mieux-être. Et peut-être que ce sera d'ailleurs encore mieux que ce que j'avais avant, et peut-être que ce sera encore plus puissant que ce que j'avais avant. Voilà. Dans ce que vous vivez, il y a toujours un cadeau de toute façon, il y a toujours une expérience à prendre, il y a toujours un acquis, il y a toujours quelque chose que vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour bâtir autre chose de nouveau derrière. Donc effectivement, il y a ce moment où il est important d'accueillir la perte, de laisser la tristesse être, qu'elle s'évacue d'une certaine façon, que ce que vous aviez cristallisé dans quelque chose, quand ça finit par vous échapper, que vous laissez les choses se décristalliser à l'intérieur de vous et puis reprendre leur forme d'eau, d'évacuer, d'éliminer par le fait de lâcher. Et puis à un moment donné, de vous reconnecter à « Ok, mais maintenant, qu'est-ce qui est possible après ça? Voilà. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que la vie me réserve ?» Et de renourrir l'espoir à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'après, quand vous allez être en face d'événements ou de situations qui vous font du bien, ou qui vous font plaisir, ou qui vous font espérer, peut-être que l'idée, c'est de ne pas mettre tout votre espoir dans cette relation, de ne pas vous attacher, de ne pas devenir dépendant de cette situation et de ce contexte extérieur, mais de conserver une certaine forme d'énergie, d'espoir à l'intérieur de vous, que ce soit ça qui se concrétise ou que ce soit autre chose. Et là, vous allez baisser le niveau d'importance par rapport à ce qui se passe. Vous allez vous sentir moins dépendant des situations, moins dépendant des circonstances et des personnes, parce que vous allez vous dire « j'ai toujours espoir que ça s'arrange, j'ai toujours espoir que ce soit meilleur, que ce soit avec elle, que ce soit dans ce projet ou pas ». Et là, ça demande d'avoir une conscience et une croyance en la vie que d'une certaine façon, elle peut vous apporter ce qui est bon pour vous à partir du moment où vous restez dans une bonne vibration, où vous nourrissez et vous entretenez un état d'esprit et un état d'être qui résonne et qui vibre suffisamment positivement pour que l'environnement, les choses, l'intelligence de la vie vous apportent ce dont vous avez besoin. Voilà, donc l'idée c'est cet espoir, au lieu de le donner à quelqu'un et puis de le laisser partir avec et d'en faire n'importe quoi et de vous rendre dépendant de ça et du coup de perdre cette énergie, conservez-le à l'intérieur. J'ai envie de vous donner une image, c'est quelqu'un qui est dans le désert, qui a très soif,
si jamais on lui dit, ou si jamais il se dit à lui-même qu'il n'aura jamais la possibilité de reboire, eh ben, il n'a aucune intention d'avancer, il va avoir aucune motivation pour avancer. S'il n'a pas l'espoir de reboire un jour, il va peut-être se laisser mourir de soif. Par contre, s'il a l'espoir et qu'on lui a dit à un moment donné, tu sais, peut-être que finalement tu vas rencontrer un oasis, il va peut-être y avoir quelque chose qui va apparaître dans ta vie, qui va te permettre de nouveau de boire, alors là, la personne a l'espoir de l'oasis. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme elle a cet espoir de l'oasis, dans, on va dire, les espèces de vapeurs, de chaleur qu'il peut y avoir au loin, avec son filtre de distorsion cognitive, elle va transformer la réalité et peut-être avoir l'illusion d'une oasis qui est un petit peu plus loin là-bas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est que même si c'est une illusion, elle va quand même avancer vers cette oasis, elle va quand même avancer vers cette illusion. Et petit à petit qu'elle va avancer, elle va voir que finalement, l'oasis recule, parce que, en fin de compte, c'était qu'une illusion peut-être. Mais elle continue d'avancer. Et si un jour elle voit que finalement, au bout, à un moment donné, à force d'avancer, elle voit qu'il n'y a pas l'oasis, elle peut perdre espoir. Elle peut perdre espoir et se dire, là c'est fini, cette oasis, là je pensais que c'était ça, je me rends compte que je n'y suis pas arrivé, je me rends compte que je n'ai pas pu boire à ma soif. Donc elle peut ressentir une baisse d'énergie et une perte. Sauf qu'il y a deux solutions, soit elle se laisse aller là, se laisse mourir, soit elle continue, elle nourrit un nouvel espoir de se dire je vais peut-être tomber la prochaine fois sur un vrai oasis et je vais enfin pouvoir boire. Et c'est que de cette façon-là, de toute façon, qu'on saura si la vie elle va répondre à nos attentes et si un jour ou l'autre on va y arriver. Donc plutôt que de se laisser aller, plutôt que de s'abandonner à des tristesses, à des peines, même si elles sont importantes d'accueillir dans un premier temps, l'idée c'est tout de suite de réactiver l'espoir et vous dire ok, j'ouvre le champ des possibles, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux possibilités du fait que ça se trouve quelque chose d'encore mieux que ce que j'espérais va m'arriver. Voilà. Donc conserver cette énergie de l'espoir, cette puissance de l'espoir, c'est une énergie de vie, c'est ce qui vous permet d'avancer. C'est comme ça dans le cerveau, hein. On a tout un système dopaminergique, tout un système de pensée, de projection future qui nous permet de nous dire que des jours meilleurs nous attendent peut-être. Et d'ailleurs, on parle de paradis, on parle d'enfer, on parle de tout un tas de choses comme ça. Donc, j'ai soif, dit Hendrik Monnier. Eh bien, Hendrik, t'as soif de toi-même, t'as soif de ton succès, t'as soif de ton épanouissement, t'as soif de ton amour, t'as soif de tout ça. Je sais que tu le sais déjà. Et je sais que déjà, tu t'abreuves à ta propre source. Donc, c'est ça qui est génial. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette salut Vinatier, salut Marie. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion sur cette idée que parfois on perd l'espoir parce qu'on le remet entre les mains ou on va dire qu'on le fait porter par quelqu'un d'autre et que d'une certaine façon on finit nous-mêmes par s'épuiser et par s'assoiffer plutôt que de conserver ça à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout juste. Ok Henrik, merci beaucoup. Tu m'appelleras que je te fasse un chèque. On s'entraide entre confrères. Qu'en pensez-vous? Vous avez peut-être une petite idée? Vous avez peut-être quelque chose, une question à poser par rapport à ça? Voilà, je ne vois pas si vous participez ou pas suffisamment. Pour l'instant, il y a 4 participations. Ok, écoutez, si jamais vous n'avez pas forcément envie de rebondir là-dessus, besoin de reconnaissance. C'est une question. Alors, est-ce que c'est une question qui m'est destinée? Si c'est le cas, je pense que oui, comme tout le monde, j'ai un besoin de reconnaissance. Et je pense qu'on a tous un besoin de reconnaissance, hein, puisque la considération et la reconnaissance, c'est quand même l'énergie de la relation humaine. On est tous des êtres sociaux, donc je pense qu'on a besoin de ça, d'une forme, que ce soit dans une forme ou dans une autre. Coucou Guillaume, contente de te voir en live. Tu vois, Laurence, c'est la même chose pour toi. Tu vois, je me suis dit, je pose mon téléphone, je pose ma caméra, je pose mon micro, et puis j'ai envie de dire un truc sur l'espoir. D'ailleurs, on en a parlé ensemble ce week-end. Donc, je vais le faire, je vais le dire maintenant, et puis voilà, on verra bien la forme que ça prendra. Et si c'est pas exactement comme il faut, on s'en fout. On est là pour s'exprimer, pour vivre, et peu importe les jugements et les considérations des autres. Ce qui est important, c'est d'exprimer ce qui est important pour toi. Alors, dites-moi tout. Celui qui cherche l'oasis avec les autres, besoin de reconnaissance. Oui,
certainement qu'il peut y avoir effectivement ce besoin de reconnaissance. Je pense que c'est un besoin de reconnaissance, mais salut Cathy, c'est aussi, à mon avis, un besoin existentiel, parce qu'effectivement, l'être humain survit par la relation aux autres. De toute façon, il est relié à un certain niveau aux autres. C'est une conscience, d'une certaine façon, humaine, qui fait qu'on est tous reliés, qu'on est tous dans un besoin, on est tous dans une interdépendance, on est tous dans une forme d'autonomie qui nous fait exister les uns avec les autres. Donc évidemment que se sentir dans une bonne relation avec les autres est quelque chose de nourrissant, et que la reconnaissance, c'est cette capacité, enfin en tout cas, cette validation qui dit, en fait, je suis important pour quelqu'un, je sers à quelque chose, je me sens important, je me sens considéré. Donc c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Après, est-ce que je me perds là-dedans? Voilà, effet miroir, oui, tout à fait, cette idée qu'on projette à l'extérieur de nous un certain nombre de besoins et d'envies. C'est quand même important que ça prenne forme et qu'il y ait le retour de l'environnement. Toutefois, c'est quand même quelque chose qui prend forme avant tout à l'intérieur de nous. C'est pour ça que cet effet miroir, là, par rapport à ce que tu dis de l'espoir, de certaine façon, à un moment donné, on a envie que ce soit l'autre qui nous renvoie ce truc-là, on a envie que ce soit ce projet qui nous confirme, qui nous valide, et puis qui nous amène la satisfaction. Mais en fin de compte, c'est à nous peut-être de nourrir ça à l'intérieur de nous, de continuer de cultiver l'espoir, de se dire, si c'est pas maintenant, ce sera la prochaine. Ce sera peut-être dans une journée, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 10 jours. Rester aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire ouvrir au niveau de ces processus de distorsion mentale, plutôt que de sélectionner et de fermer ma perception sur des choses que je n'arrive pas à voir, et de généraliser, j'arrive pas à voir, je généralise que ça va peut-être être tout le temps, ou que ça va durer dans le temps, se défocuser un peu, sélectionner les informations qui nous montrent que les choses changent et qu'elles évoluent, et qu'il y a eu des trucs qu'on a perdus, mais qu'on en a récupéré d'autres derrière, et qu'on a eu des malheurs, mais que derrière on a eu des bonheurs, qu'on a eu des tristesses et qu'on a eu des joies. Et se dire, en fait, là, d'une certaine façon, dans ma posture intérieure, je peux retrouver cette idée que la vie peut m'offrir des choses incroyables. Si jamais j'ai envie d'être dans cette ouverture du cœur et dans cet amour de moi-même et de la vie, je peux me dire, ok, là je viens de perdre cette personne, je viens de perdre ce boulot, je viens de perdre cette chose, je suis en train de perdre telle qualité de vie, mais je peux espérer que les choses se passent de nouveau bien et que je conserve cette énergie à l'intérieur de moi. Ouais, moi aussi j'adore la vision de la vie à Jean-Claude Van Damme. Ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre parfois ce qu'il raconte. Merci pour les piqûres de rappel. Laurence, elle est dopée à la piqûre de rappel. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que cette idée de l'espoir vous parle, et de cette énergie qui est particulière, que l'on nourrit, que l'on entretient, justement parce que on n'est pas avec des idées fatalistes ou des croyances qui nous disent non, de toute façon ça ce sera impossible, ça n'arrivera jamais, etc. Et de toute façon, ce serait très présomptueux, j'ai envie de dire, ce serait totalement faux de s'imaginer que les choses ne peuvent pas être autrement, parce que qui peut déterminer ce qui va lui arriver demain? Qui peut savoir, en dehors de sa zone de radar, en dehors de sa zone de conscience limitée, qui peut savoir ce que la vie lui réserve, et ce que les choses qui peuvent se passer, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens d'ailleurs. Donc, vu qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, positive, négative, tant qu'à faire, autant tourner notre état intérieur et notre focus intérieur sur ce qui potentiellement peut nous arriver de bon. Et comme ça, on émet une énergie beaucoup plus ouverte. Ouais. Et quel ancrage alimente l'espoir? Alors ça, c'est intéressant. Là, on rentre vraiment dans les techniques de PNL. Effectivement, si vous retrouvez des expériences dans lesquelles ou des moments de votre vie où vous avez déjà ressenti de l'espoir, vous allez vous rendre compte que votre corps sait ce que c'est que l'espoir. C'est-à-dire qu'il va agir, il va y avoir des sensations qui vont, on va dire, se manifester d'une certaine façon dans votre corps, qui vont alimenter certaines émotions, certains sentiments. Sentiment veut dire ressenti et mental, donc certaines pensées. Et donc, l'espoir, c'est une certaine orientation d'esprit, une certaine façon de penser, un certain état interne, une certaine façon d'être. Et d'une certaine façon, vous l'avez déjà vécu. Donc, si aujourd'hui, vous vous sentez dans une zone où vous n'avez plus cet espoir, où vous avez l'impression que la vie à l'extérieur de vous, que ce qui est en train de vous arriver à l'extérieur de vous, vous la fait perdre, c'est que vous n'êtes pas
en référence à vos ressources, vous n'êtes pas en référence à vos capacités internes, vous n'êtes pas en référence avec le fait que l'énergie de l'espoir se cache quelque part en vous. D'ailleurs, ça fait pareil pour la confiance. L'énergie de la confiance, le potentiel de confiance est là à l'intérieur de vous, il se cache simplement. C'est votre esprit qui est en train de trop chercher à l'extérieur et de pas suffisamment aller chercher à l'intérieur. Donc, j'aime beaucoup cette idée que nous donne Hendrik, qui est aussi bien avancé en PNL, qu'on peut aller recréer cet état d'être en allant se référer à tous les moments dans votre vie, toutes les expériences, et votre inconscient on a beaucoup en arrière-plan, toutes les expériences dans lesquelles vous avez déjà été dans cet état d'espoir, d'espérer, et donc d'être ouvert aux potentialités, d'être curieux de ce que la vie va vous apporter. C'est une énergie de joie et de mouvement. Donc là, c'est intéressant, Cathy, de se dire, quand tu es dans l'espoir, tu as une forme de légèreté, tu as une forme de joie, et le mouvement, il va où? Il part d'où? Il va où? Comment il se manifeste à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur? Est-ce que c'est un mouvement qui part du bas, qui va vers le haut? Est-ce que c'est un mouvement qui part sur la gauche? Comment est ce mouvement? Parce que si tu sens ce mouvement à l'intérieur de toi, si tu le conscientises, tu vas pouvoir ensuite le commander. Tu vas pouvoir le faire en conscience. C'est comme la respiration. Si à un moment donné, je suis dans l'action, je ne pense pas à ma respiration est automatique. Par contre, à un moment donné, si je décide que j'ai besoin d'une respiration particulière pour me sentir mieux, je peux conscientiser ma respiration et je peux aller chercher une forme de respiration qui va m'amener dans un état d'être plus agréable. Et ben c'est pareil pour l'espoir. Vous pouvez vous dire, ok, à quel moment de ma vie j'ai été dans l'espoir? Comment je me sens quand je suis dans l'espoir? Quelle est cette fameuse émotion? C'est la joie. S'il y a un mouvement, c'est quoi? Et l'amplifier, l'intensifier. Imaginez qu'il est encore plus présent, qu'il va se diffuser peut-être encore dans d'autres endroits de votre corps ou de votre énergie ou de votre champ énergétique. Et imaginez que tout ça, ça vous traverse profondément. Bah, à quoi ça vous emmène comme état d'être et à quoi du coup ça vous emmène comme état d'esprit à l'égard de vous et de votre vie future. Voilà, génial. Cathy, très bien. C'est très bien, c'est une belle remarque. Effectivement, l'attente, c'est ça qui, d'une certaine façon, amène au désespoir. C'est ça l'idée. C'est que ton attente, elle est, tu mets ton espoir dans l'attente, en fait. Ton espoir est bloqué par l'attente. Alors que si tu restes dans l'espoir et que tu n'as pas une attente précise, et que tu ne mets pas d'importance dans ce qui va se passer comme résultat, c'est-à-dire que tu te dis, oui, pourquoi ça peut être ça, pourquoi pas, c'est un champ des possibles, c'est une possibilité, ça peut être cette personne, ça peut être ce projet, ça peut être cette réalisation. Toutefois, peut-être que finalement, c'est mon esprit, c'est mon mental qui veut ça, c'est mon ego, et c'est peut-être pas ultra juste par rapport à ce que je suis censé vivre et ce que je pourrais avoir. Donc, si tu as cette conscience qu'il y a une intelligence de vie qui te traverse et qui peut aussi t'amener sur autre chose, te dire, ok, autre chose peut-être d'encore mieux, bah, tu peux te dire, je ne baisse mon niveau d'attente, et là on se retrouve dans le bouddhisme, hein, et la pleine conscience. Hein. Ce qui nous fait souffrir, c'est le fait d'avoir des attentes, des ambitions qui ne sont pas satisfaites et de ressentir une grosse frustration et de nous amener même jusqu'à des souffrances. Pourquoi? Parce que ça fait mal de ne pas vivre ce qu'on veut vivre et que quand on résiste à cette douleur, elle persiste et on reste en souffrance parce qu'on s'est attaché à des choses où on a eu des attentes qui ne sont pas satisfaites. Donc l'idée, c'est d'être capable de se libérer de ces choses, de laisser ces choses et de s'ouvrir à autre chose, à de nouveautés. Sauf que c'est sûr que quand on vit une déception, une tristesse, notre état d'être du moment a besoin de passer par cette tristesse et par cette peine qui s'évacue. Je ne vous demande pas d'être tout de suite dans l'espoir avant d'être passé par la peine ou la tristesse. Ce que je vous propose, c'est au contraire de vous laisser totalement aller par la peine et la tristesse, de la laisser partir. Pourquoi? Parce qu'elle va même nourrir, elle va même arroser des graines de possibilités qui sont à l'intérieur de vous et qui vont pouvoir pousser après. Donc d'abord, j'accueille cette déception, je l'observe en moi, je vois que mon corps est déçu, je vois que j'ai des sensations de déception, de perte, de manque. J'accueille ça, j'en prends conscience, je prends surtout conscience de ce qui me manque en arrière-plan, c'est-à-dire quel est l'important qui se cache derrière. Je vais à l'écoute, en considération de ce manque. Ok, quel est le besoin qui est derrière? Quelle est la valeur qui est derrière? Qu'est-ce que je veux ressentir derrière ça? Pourquoi je suis triste? C'est parce que j'ai besoin de ressentir autre chose.
Donc qu'est-ce que c'est? Et une fois que je sais ce que c'est, eh ben, je laisse le temps, je me réouvre en disant, ok, qu'est-ce que la vie peut m'apporter? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire dans cette vie pour de nouveau pouvoir, en responsabilité plutôt qu'en culpabilité, pour pouvoir de nouveau ressentir cette chose dans ma vie, dans mes relations, dans mes projets, etc. Et donc je garde la main sur mes états. Ok, merci Bertrand. Alors, l'espoir est une expression d'un ancrage qui demande une attention contractualisée. Ok, donc je ne sais pas si j'ai bien tout compris en termes de termes, mais quand j'entends contractualiser, ça veut dire que tu as besoin d'une, on va dire, de ce qu'on appelle une équivalence concrète. C'est-à-dire que l'espoir se concrétise dans quelque chose et qu'il y ait, un peu comme l'amour par exemple, on pourrait considérer que me sentir aimé par l'autre, l'équivalence concrète de cet amour, ce serait qu'il me dise qu'il m'aime ou ce serait qu'il m'offre des fleurs par exemple. Donc effectivement, si j'ai l'espoir que la personne m'aime mais qu'elle ne me dit pas qu'elle m'aime ou qu'elle ne m'offre pas des fleurs, alors dans ce cas-là, je vais perdre l'espoir qu'elle m'aime parce que ce ne sera pas peut-être concret. Alors je ne sais pas si ça peut être dire contractualisé, ça veut dire qu'il y a une espèce de contrat avec la chose en face qui devrait répondre à notre espoir. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'on a souvent ça, on a souvent besoin de quelque chose qui nous prouve et qui nous nourrit et qui nous revient d'une certaine façon. Alors, on a l'espoir, on l'aimait et on a besoin que ça nous revienne. Toutefois, contextualiser, d'accord, ok, c'est un autre mot. Alors, on n'est pas contractualisé, on est contextualisé. Oui, alors là, c'est plus juste, parce que je suis parti un peu en live, en impro sur ta phrase avec contractualiser. Mais contextualiser, oui, bien sûr, c'est super important pour le système nerveux. Et là, on reste toujours dans la PNL et dans l'hypnose. C'est super important pour le système nerveux que, d'une certaine façon, vous puissiez donner à votre esprit un contexte dans lequel pourrait se concrétiser cet espoir. C'est la fameuse oasis de tout à l'heure. C'est un contexte, c'est-à-dire vous créez cette image interne de l'oasis qui va vous permettre de boire alors que vous êtes dans le désert et que vous avez soif. Et d'une certaine façon, quand vous faites ça, votre corps ressent déjà les prémices du fait de boire, l'idée que ça va pouvoir se faire. Donc, et il y a une motivation, donc il y a une boucle dopaminergique qui se met en place dans votre esprit, qui va créer de la dope, qui va créer de l'action, de l'enthousiasme en disant j'y vais et je vais le faire. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir une vision claire. Après, ce qui se passe, c'est que quand j'ai une vision dans mon esprit, pour une réalisation de quelque chose, avec les filtres de distorsion cognitive, je vais essayer de faire coller la réalité à ce que je veux. Et parfois, ça va être bien, parce que je vais trouver des choses qui vont se concrétiser de la bonne façon. Je vais les mettre en œuvre pour qu'elles se concrétisent de la bonne façon. Et parfois, malheureusement, je me perds dans des comment on pourrait dire, dans des illusions. C'est-à-dire que j'ai cru que ça pourrait se manifester dans cette relation, j'ai cru que ça pourrait se manifester dans ce projet, mais non, c'est pas le cas. Et pour autant, il faut savoir faire le deuil, couper le truc et passer à autre chose et conserver et réactiver cette énergie d'espoir que ça pourra se passer et bien se passer d'une autre façon. Alors, Cathy, j'ai une amie qui vient de vivre l'ablation du sein. Comment lui parlerais-tu d'espoir? Là, c'est un petit peu compliqué parce que c'est plutôt à elle, par rapport à sa vision du monde, à ses attentes, à ses ressentis, qu'il est important de s'adresser. C'est-à-dire plutôt l'idée d'abord de l'écouter. Plutôt que de lui parler d'espoir, c'est plutôt l'idée de l'écouter sur son désespoir, de la considérer dans son désespoir, d'aller voir pourquoi elle est dans le désespoir, qu'est-ce qu'elle est en train de perdre, qu'est-ce qu'elle souhaitait avoir, quelle était l'ambition, l'intention, l'aspiration, qu'elle pense perdre au travers de cette ablation du sein, et peut-être d'orienter son esprit sur comment elle pourra, à l'avenir, peut-être mettre en place un certain nombre de choses pour finalement pouvoir obtenir ce qu'elle désire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais en tout cas, quand les gens vont pas bien, plutôt que de leur balancer de l'espoir alors qu'eux, ils sont plus dedans, l'idée c'est plutôt d'aller activer en eux l'espoir. Comment faire? Comment leur parler et les orienter dans votre questionnement pour les amener à ça. Si ça vous plaît ce que je vous raconte, je veux bien faire comme tout le monde, que vous mettiez des petits cœurs, des petits...
Voilà, si vous êtes d'accord, juste pour que la vidéo puisse peut-être un peu se diffuser, si jamais il y a des gens pour qui ça peut être utile en ce moment. Une personne acte autre chose, autre personne, des phrases, est tellement différente suivant les personnes. Ben, c'est exactement ça, Sylvain. La réalité, en fait, il n'y a pas de réalité. Il y a autant de cerveaux pour créer des réalités, pour modéliser des visions du monde et pour dire, ben, en fait, voilà, ma réalité c'est ça, c'est un système de valeurs comme ça, c'est des croyances comme ça, c'est un rapport au monde comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas un espoir à donner aux gens d'une façon collective. Vous ne pouvez pas dire, ouais, l'espoir, c'est de gagner plus d'argent. Ouais, l'espoir, c'est d'avoir une vie de rêve. Parce que le rêve peut être différent pour tout le monde. Gagner plus d'argent peut être différent pour tout le monde. Chacun a des critères différents. On voit ça en PNL. Vous avez des valeurs, vous avez des envies, des désirs, mais de certaine façon, vous avez aussi des critères qui sont très dépendants de chacun, de la vision du monde, des conditionnements passés, etc. Donc, l'idée de l'espoir, c'est comment vous, ouais, la visualisation, vous pouvez l'utiliser évidemment pour ça. L'idée, c'est comment à quoi vous pouvez faire référence à l'intérieur de vous, c'est-à-dire comment se manifeste votre propre espoir en fonction de votre propre histoire. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée de l'accompagnement. C'est pas de vous balancer des trucs du genre c'est comme ça qu'il faut faire pour être heureux, c'est comme ça qu'il faut être, il faut gagner tant d'argent, il faut méditer tant d'heures par jour, il faut faire tant d'heures de sport, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Tout ça, ce sont des conseils que les gens vous donnent parce que eux, ils estiment qu'à un moment donné, par rapport à leur vision du monde, à ce qu'ils ont entendu, aux croyances qu'ils ont développées, ils estiment que c'est bien, ils voient des résultats sur eux. L'idée, ça part d'un bon sentiment, mais parfois, trop de conseils, ça finit par nous saturer. On se retrouve un petit peu en... voilà, beaucoup d'informations, beaucoup de conseils, beaucoup de il faudrait d'eux, etc. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faut que. Il n'y a qu'à faucon, comme on dit. Donc là, quand je vous donne ces informations, c'est pour dire, vous, comment vous percevez ça? Est-ce que vous avez parfois l'impression de manquer d'espoir? Et est-ce que finalement, c'est pas juste, d'une certaine façon, la façon dont vous prenez les choses qui vous font manquer de cet espoir ou de cette énergie d'avoir envie d'avancer dans la vie? Et à voir si ça vous intéresse de faire autrement. Et si ça vous intéresse de faire autrement, d'utiliser votre propre système, d'aller chercher dans vos propres ressources, parce que tout est en vous, tout est là, et tout est à disposition. Il suffit juste de savoir comment aller rechercher et faire ressortir tout ça. Merci Sandra. Attends, j'avais vu... Ah oui, Patavin. Puis-je savoir ton point face à la rentrée d'argent? Je constate que j'ai un blocage à ce niveau. Alors, l'argent, c'est un concept... c'est un concept particulier. J'ai bien aimé Laurent Marchand dernièrement qui parlait de conscience financière. Quel est le rapport à l'argent? Est-ce qu'on est tous là pour gagner de l'argent? J'en suis pas sûr. C'est comme, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est tous là pour vivre une vie de bonheur et être heureux? Il y a des gens qui ont cette croyance-là, qui se disent, voilà, la vie, elle est faite pour qu'on soit heureux. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être qu'on est là pour traverser un certain nombre d'épreuves, pour expérimenter un certain nombre d'émotions, pour faire face à un certain nombre de difficultés et voir comment on y réagit. Ça dépend vraiment des croyances qu'ont développées chacun en fonction des lectures, en fonction des expériences de vie et tout ça, et puis des apprentissages. Donc là, l'idée, c'est l'argent, à quoi ça te renvoie intérieurement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça te fait ressentir. C'est surtout ça, en fait, l'idée. Quand tu penses à l'argent, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et parfois, tu peux avoir des ressentis contradictoires. Tu peux avoir, d'une certaine façon, une part de toi qui se dit « Ah ouais, l'argent, super, génial, j'en veux ». Et puis une autre partie de toi qui se dit « Ouais, mais pour en avoir, il y a des choses à faire, il y a peut-être parfois son âme à vendre, il y a peut-être parfois des fins à utiliser qui vont pas dans le sens de mes valeurs, il y a peut-être aussi une responsabilité derrière quand j'aurai de l'argent, qu'est-ce que je vais en faire ?» qui font que du coup, oui, j'ai envie d'argent, mais oui, mais non, j'ai pas envie parfois de toutes les conséquences que cet argent ou que cette gestion financière va apporter dans ma vie. Parce qu'il y a des conséquences positives, autant que des conséquences négatives, toujours pour tout. Et puis c'est peut-être pas pour ça qu'on est là. Donc pour certains, je veux dire, d'avoir beaucoup d'argent, peut-être juste ce qu'il faut. Donc c'est vraiment quelque chose à considérer de façon très personnalisée. Alors évidemment qu'on va retrouver des schémas concernant l'argent et que tout le monde, d'une certaine façon, a envie de ça, aurait besoin de cet argent. Je pense qu'il y a une part d'illusion dans cette histoire d'argent quand
s'il est trop associé au bonheur et quand il est trop associé à l'idée, oui évidemment que ça peut rapporter une vie meilleure. Euh, j'ai mon ami Bertrand qui est là en ligne, qui nous écoute et qui voilà, qui s'est retrouvé dans des contextes avec des gens qui ont beaucoup d'argent, dans des coins un peu fabuleux, enfin qui paraissent fabuleux et qui finalement quand il était sur place me disait, je dévoile un peu les choses qu'on s'est dites, mais qui disait, bah, tu vois, je suis là, je suis au milieu de toutes ces personnes, je suis obligé de ce monde d'argent, mais j'ai l'impression de pas être à ma place. Pourquoi? Parce que autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de façades, qu'il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup de choses qui ne sont pas ancrées dans des valeurs profondes, dans des valeurs humaines. Donc, tout ça, ça peut aller de pair. Les valeurs commerciales, les valeurs financières, les valeurs humaines peuvent aller de pair. Le tout, c'est de trouver son juste fonctionnement intérieur. Mais si tu mets de l'espoir dans ta vie par rapport à l'argent et que tu n'en as pas, c'est sûr que tu peux te retrouver régulièrement frustré et en manque. Donc là, j'ai envie de te dire, imagine l'état d'être que pourrait te permettre d'obtenir le fait d'avoir de l'argent. Si tu avais de l'argent demain, qu'est-ce que ça te permettrait d'être et de te sentir intérieurement? Qu'est-ce que ça te permettrait de penser différemment? Donc tu peux imaginer d'abord ça et te dire, ok, maintenant j'imagine que, enfin, quand j'ai ce ressenti, quand j'ai cette connexion qui me fait du bien, qui réveille l'énergie de l'espoir à l'intérieur de moi, que ma vie pourrait être meilleure, alors dans ce cas-là, je peux peut-être me dire, et si là maintenant j'essayais d'actualiser cet état et cette possibilité d'être, mais sans l'argent? C'est-à-dire juste de dire, ok, s'il faut que j'attende pour être souriant, pour être plaisant avec les autres, pour être dans une bonne dynamique de vie, pour profiter des choses, il faut que j'attende d'avoir de l'argent et qu'automatiquement il y a tout un tas de contraintes qui m'empêchent d'en avoir, tu t'empêches d'être heureux d'une certaine façon. Donc l'idée c'est, ok, je sais que j'ai envie d'atteindre ces états d'être-là, est-ce que l'argent est vraiment nécessaire pour que j'obtienne ces états d'être? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un dernier téléphone, dernier ordinateur, une plutôt grande baraque, une piscine? Oui, c'est sûr que c'est super agréable d'avoir des espaces agréables. Moi, je connais plein de gens aujourd'hui que j'accompagne qui ont ça, qui me disent dans les coachings individuels, je vis ça et tout. Et d'ailleurs, je vous appelle pour pour travailler sur moi, pour me réorienter, pour remettre du sens dans ma vie. Mais je me sens un peu coupable de me dire qu'il y a tellement de gens qui sont plus malheureux que moi et que moi, je suis en train de vouloir évoluer, de vouloir avancer, alors que les autres sont tristes ou malheureux. Bah, ok, c'est pas un mal de vouloir aller mieux ou de vouloir être bien. D'ailleurs, ça peut peut-être même servir de repère à d'autres. Mais l'idée, c'est qu'ils se sentent un peu comme dans une prison dorée. Il y a quelque chose en eux profondément qui n'est plus en contact, avec lequel ils ne sont plus en contact. Et c'est souvent d'ailleurs leurs émotions, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des émotions libres, de se sentir dans l'amour, dans l'expression, dans la joie, dans la peine. Voilà, on s'empêche d'être, on s'empêche de ressentir, on se limite, on essaye de garder, de se retenir, d'être dans une contenance pour satisfaire le monde extérieur. Et du coup, on se sent plus nous-mêmes. Et on se sent plus nous-mêmes, même dans un métier, rouler dans une super bagnole, avoir une super baraque, avec tout ce que ça comprend comme peur de perdre ça. Parce qu'une fois que j'ai ça, comment je le maintiens? Et est-ce que d'une certaine façon, je ne vais pas activer la peur de le perdre? Donc l'idée, c'est plutôt l'amour, sortir de cette idée de peur, sortir de cette idée que l'argent va m'amener une forme de confort, de sécurité, revenir à une forme de foi, revenir à une forme de je peux être bien, je peux être dans un confort et je peux être dans une sécurité intérieure, malgré le fait de ne pas avoir d'argent. Toutefois, l'argent est un plus et évidemment peut faire beaucoup de bien, donc c'est pas incompatible d'en avoir, si tu trouves les bonnes astuces pour en avoir. Comment franchir le blocage? C'est spécial de vivre cela, c'est la première fois que je vis cela. Peut-être que de franchir le blocage passe par le fait que tu imagines qu'il y a un blocage et que il y a peut-être simplement l'idée de te dire tiens, j'imagine qu'il n'y en ait pas de blocage, comment je me sens? Comment tu es en train de le faire? Comme tu es en train de le faire. Si tu prononces, si tu imagines l'idée qu'il y a un blocage, c'est comme si je te dis ne pense surtout pas à un ours blanc avec des chaussettes bleues maintenant. Automatiquement, il prend une certaine forme de réalité dans ton esprit. Voilà, tu vas voir un ours blanc avec des chaussettes bleues sur une banquise alors que je te dis de ne pas y penser. Donc, plus tu penses à ton blocage,
Et plus tu te retrouves frustré parce que plus tu te sens impuissant par rapport au fait d'arriver à le débloquer, et plus d'une certaine façon tu le renforces. Euh, donc, il y a peut-être aussi l'idée des fois de se dire simplement, qu'est-ce qui dans ma tête, je vais symboliser ça hein, par une métaphore, par quelque chose de très symbolique. Quand je me dis que j'ai un blocage, je le sens comment? Est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui se met devant moi? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est une camisole? Est-ce que je sais pas quelle forme ça prend? Et simplement d'imaginer que là, tout de suite, peut-être que ton esprit te fait, te fait voir ça en lien avec un ressenti profond. Mais imaginons que tu changes ça. Qu'est-ce que ça change dans ton ressenti profond? Et finalement, est-ce que tu ne peux pas te sentir libéré de ce blocage et accéder à autre chose? Mais ça peut passer par des états de transe. C'est mieux quand ça passe par des états de transe. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'hypnose. Parce que tu peux accéder à des, on va dire, à des façons de, de donner forme au monde et à ta vision, à tes ressentis, à ta pensée, à ce que tu vis, avant que ça prenne forme, c'est-à-dire avant que ce soit trop finalisé, trop formalisé, tu peux aller transformer des choses et donner une forme différente. Donc ça, c'est très intéressant. Que ferait l'amour? Oui, ça m'aide à réactiver l'espoir, c'est ça. L'idée, c'est si là je me sens, si j'active la sensation d'amour en moi vis-à-vis de cette situation, si je me sens dans cette sensation d'amour, qu'est-ce que ça transforme dans ma perception? Est-ce que finalement j'ai vraiment besoin que cette situation change? Ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'obtenir les choses que je convoitais avec une certaine forme de contrôle ou de possessivité ou... Ouais, finalement, là, si je retourne dans l'amour, qu'est-ce que ça transforme? Effectivement, hein, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Si je suis dans l'amour, qu'est-ce que ça change pour moi par rapport à être dans la peur? La peur s'immisce là où vous ne mettez pas d'amour. C'est simple. Hein, c'est si je sens, j'aime pas cette chose. Si d'un coup je me dis comment ce serait si je l'aimais. Imaginons que je l'aime cette chose. Imaginons que je ressens de l'amour pour cette chose, cette situation. Ben, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous dire, c'est vous qui décidez d'aimer un truc ou pas. Vous pouvez vous dire, ben, finalement, je décide d'aimer ce truc pour des raisons qui vont satisfaire des valeurs, qui vont satisfaire des aspirations profondes. Je décide d'aimer cette chose sous cet angle-là. Alors que sous un autre angle, peut-être que je l'aime pas et que je suis trop resté sous un autre angle. Alors je change d'angle et je l'aime sous cet angle-là. Et à partir de là, je me rends compte que la peur, elle a plus de place. La peur, elle s'immisce juste là où il n'y a pas l'amour. Salut Guillaume, on peut se lancer dans certains projets que l'on pense bon pour soi. Désolé, hein, je lis mal parce que je vois petit, je vois tout petit. Qui ne le sont pas, oui. Comment, selon toi, on peut déterminer ce qui est bon? Alors, il y a plusieurs possibilités. Euh, il y a l'idée, il y a plusieurs idées. Il y a l'idée, par exemple, de ce qu'on appelle le kinesthésique, c'est-à-dire les tests kinésio, par exemple. Hein, l'idée de sentir si tu as une certaine résistance, par exemple du bras, ou si tu peux balancer d'un côté ou de l'autre pour sentir si ça te dit oui, si ça te dit non. Tu peux utiliser, certaines personnes utilisent des tests d'énergie, c'est-à-dire connectent à une forme d'énergie un peu comme ça qui les entoure, un peu ce qu'on pourrait appeler le champ éthérique ou le corps éthérique ou aurique, ou pas aurique mais éthérique, quelque chose comme ça, et aller sentir les choses. Bon, il peut y avoir des histoires de ressenti, de légèreté, de lourdeur, de couleur au niveau de ce qu'on appelle les submodalités, c'est-à-dire dans ta représentation des choses, quand tu sais ou quand tu sens que quelque chose est juste pour toi, comment ça se représente dans ton esprit? Est-ce que ça se représente avec de la couleur, avec de la lumière, avec de la légèreté? Quelles sont les sensations? C'est-à-dire vraiment être d'aller décortiquer la façon dont tu perçois et dont tu te représentes les choses. Et puis à un moment donné, te dire, tiens, quand je pense à cette chose-là, ou quand je pense à une chose qui est pas bonne pour moi, comment elle se concrétise? Elle se manifeste comment? À quel endroit? Quelles sont ses couleurs? Quelles sont les sensations qui sont associées? Puis tu peux peut-être, pour être plus sûr de ça, aller rechercher des expériences de référence. Tiens, il y a eu plusieurs fois où quand j'ai fait ce choix, j'avais tendance à me sentir comme ça ou à me représenter les choses comme ça, quand c'était bon pour moi. Quand c'était mauvais pour moi, j'avais tendance à les sentir comme ça. En fait, tu vas cultiver ton intuition. Et au bout d'un certain temps, bah, tu vas les sentir, ces différences à l'intérieur. Tu vas te dire, là, je ressens ce truc, c'est quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui... Je ne vois pas encore, mon mental n'est pas encore capable. Je suis peut-être en train de me faire avoir par une tentation. Hein, c'est ça l'idée du tentateur. C'est qu'il me fait croire, il me fait mettre de l'espoir dans quelque chose qui est peut-être pas bon pour moi.
Et l'idée, c'est de revenir à son système de valeurs et de sentir effectivement ses perceptions internes en se disant, est-ce que ça me paraît juste ou pas? Et alors après, le truc, bah, c'est de faire confiance à son inconscient, à faire confiance à ces informations qui nous viennent d'on ne sait où, et de dire, ok, bah, je prends le risque de faire ce choix, je prends le risque d'aller dans cette direction, sans savoir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mais si tu restes dans un espoir que de toute façon, tu as fait les choses avec une bonne intention et que bah, la vie va s'ajuster, va s'arranger et tu vas de toute façon rebondir et que de toute façon, bah, finalement, tu auras vécu une expérience qui sera profitable, et bah, tu peux y aller plus serein. Mais si tu es dans la peur de te planter en permanence, c'est clair que tu te freines et que tu te réfrènes, on va dire, et que tu t'enfermes dans quelque chose. Ok, bah écoutez, je pense que là, ça fait un petit moment qu'on y est. Ok, super Sylvain. J'espère que ça t'a aidé. Voilà, décide exactement, voilà, on peut conclure là-dessus. Je décide de mettre de l'amour au lieu de la peur. Voilà, je veux de l'argent. Quand je pense à l'argent, est-ce que ça me fait ressentir une peur de ne pas en avoir? Ou est-ce que j'active au contraire l'amour de me dire j'ai envie d'en avoir davantage? Et j'ai envie d'en avoir davantage dans une juste mesure qui corresponde à mon système de valeurs et qui correspond à ce que je suis à même de pouvoir gérer dans ma vie avec cet argent. Et peut-être que du coup, il va y avoir quelque chose qui va être plus juste. Et même s'il n'y a pas plus d'argent, il y aura au moins un état d'être qui sera meilleur en rapport avec ça. Ok, bah merci à vous pour votre présence, pour votre écoute. Au départ, c'est parti sur l'espoir, et puis après, c'est un petit peu dérivé sur d'autres choses. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu, et puis voilà, je remettrai ça certainement très bientôt quand ça me prendra, que j'en aurai l'inspiration. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il faut que ça reste quelque chose qui a un élan qui vient du cœur. Salut à tous, je vous embrasse.